En tout cas, c'est rassurant. Parce que je pense que dans cette salle, ça arrive à beaucoup de personnes à un moment ou un autre de leur existence de se remettre en cause. Et à force de persévérer, on finit toujours par se trouver. Moi, je veux poser une question d'ordre pratique. Si aujourd'hui, je décide de me lancer dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat, et bon, voilà, je ne suis pas riche, je n'ai pas d'argent, j'ai pas euh, de banque derrière, j'ai pas de bailleur qui me finance. J'ai ma petite activité, mais j'ai vraiment pas les moyens d'embaucher des jeunes qui sont même en master, hein, parce que j'ai pas les moyens de les payer à la hauteur de leur diplôme. Du coup, je me rabats peut-être sur voilà, une cible qui est à mi-chemin entre enfin, la licence ou le master, en tout cas, qui n'ont pas encore été sur le marché de l'emploi. Pour mieux gérer mes finances, je m'en sors comment? Comment je manage? Comment j'arrive à faire du chiffre avec des gens qui potentiellement ne sont pas aussi fermés et qui formés et qui ne pourraient pas peut-être pas être à la hauteur des résultats que je veux faire. Je fais comment quand je suis ce genre d'employeur? Mohamed? Je vais essayer d'être concis et pragmatique. En fait, je pense que Mina a parlé de... Bon, on dit coach, formation, mais elles sont très marketing. Parce qu'en fait, elles parlent de positionnement, et c'est très important. Mais pour revenir à ta question, il y a une chose qu'il faut intégrer. Il y a l'éducation financière. Ce n'est pas forcément une question de diplôme, il y a une question de vision. C'est pour ça qu'il y a certaines grandes entreprises, on parle d'égérie, et il y a des entreprises ou des produits, des services qui sont linkés avec le fondateur. Par exemple, Steve Jobs. Même ici, par exemple, on prend notre exemple, tout différent, c'est Ringbook, c'est CBM. C'est vraiment le self-made man, celui qui s'est fait tout seul, pour une simple et bonne raison. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que les grandes entreprises ont ce qu'ils appellent l'ADN. En général, ils peuvent te dire travail, solidarité, intégrité. Il y a une vision. Une vision, en général, c'est pas un programme. En tout cas, ça peut être une phrase. Être champion dans la sous-région. Ou par exemple, moi, quand j'étais au ministère, par exemple, dans le cadre d'un programme qui, justement, est chargé de mettre ici, en place au Sénégal la formation école-entreprise, où l'État du Sénégal avait pris conscience que on est encore dans un pays pauvre. Ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue. Tout à l'heure, tu as parlé de cadre. Quand un étudiant, un jeune qui a 17 ans, 18 ans, qui vient d'avoir son bac, dont les parents sont ingénieurs, n'est pas dans le même paradigme qu'un jeune qui a 18 ans, dont le père, par exemple, excusez-moi, est gorgorlou, ou la mère est femme au foyer. C'est différent. Lui, il se dit une chose, et ça c'est un goulot d'étranglement, c'est quelque chose qui te tient. Moi, on le voit, il y a des stagiaires, ils viennent, on leur donne 100 000, mais je t'assure qu'ils prennent 20 000. Les 80 000, c'est à la mère, c'est aux parents. Et ça te met une pression supplémentaire, parce que tu te dis, mais il faut qu'on fasse tout pour évoluer, pour upgrade, etc. Et donc, quelqu'un aujourd'hui dont les parents sont ingénieurs, forcément, toi tu te dis, mes enfants, c'est Harvard, MIT, tu sais qu'ils doivent faire prépa. Et justement, c'est un problème qu'en France qui est débattu, dans la mesure où on dit qu'un jeune qui est en terminale, il peut être, par exemple, une année où il découvre la musique, où il est amoureux, il n'est pas concentré. Il a 11 de moyenne. Est-ce qu'il va payer toute sa vie le fait que pendant la terminale, il avait 11 de moyenne? C'est quelque chose qui... Donc, ils sont à un autre level. Ici, quand on est employeur, on peut prendre un stagiaire. Moi, ça m'est arrivé. Quelqu'un qui vient te voir, qui dit que de toutes les manières, moi, je vais être là. Même si tu ne me paies pas, je vais être là, je veux travailler. Tu dis, ok, on va faire quelque chose de très simple, on va faire un stage. Sauf que il est dans les dispositions. Quand il vient, il observe. Il te pose 100 milliards de questions. Il t'accompagne. Il est 17 h, il est encore là. La nuit, il est encore là. Ou samedi, elle te dit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Tu peux aller vite.
Et c'est là qu'on intègre, on va basculer dans tout ce qui est nouvelle technologie. Je l'ai dit, quand on est employeur, moi, la première chose que j'ai intégrée, c'est d'être transparent. Toutes les charges de l'entreprise, tous les bénéfices, on a un CRM, les collaborateurs, moi je ne parle pas d'agents, donc quand j'entends PDG, tout ça, ça me choque un peu. Moi je dis c'est des collaborateurs. S'ils voient que, lorsqu'ils comprennent une chose, que leur salaire vienne de l'activité de l'entreprise, s'ils comprennent qu'on doit payer l'électricité, l'Internet, la restauration, le transport, et que ça vient de l'activité, et qu'ils comprennent la différence entre chiffre d'affaires. Parce que des fois, tu peux dire 200 millions de gens, ils te disent waouh, alors qu'en fait, résultat net, c'est 8 millions encore. Tu vois. Donc, c'est une miette. Mais ce qui est important, c'est que le modèle marche, le modèle économique, et qu'on ait un carnet de commandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça revient, l'année prochaine, elle revient. Et Mina, elle est contente, elle revient. C'est ça, avoir un carnet de commandes. Et après, quand on réussit ça, automatiquement, tu expliques à tes collaborateurs, parce que c'est une start-up. Quand on a 6 collaborateurs, c'est une entreprise à taille humaine. Donc TPE, on est tous là. Non, la vision, c'est de se dire dans 5 ans, toi, tu es commercial, tu es responsable commercial. Dans 5 ans, toi, tu es responsable de la créa. Dans 5 ans, tu es responsable de la logistique. Pour l'instant, on est ici. Et dans l'année prochaine, on se fixe des objectifs et on bascule dans les KPI. Ça, c'est quand on a la chance et c'est quand on connaît l'entreprise. Moi, personnellement, on en a toujours débattu. Il y a un problème aussi pour être employable, pour être entrepreneur. Il faut être en entreprise, il faut travailler en entreprise. Parce que pour moi, quand on n'est pas capable de trouver un emploi, on ne peut pas être entrepreneur. Parce que c'est plus simple. Dire à Sarah, je suis motivé, j'ai les diplômes, je peux apprendre. Moi, je le disais en entretien. Exemple tout grand à Polychrome, je leur dis demandez-moi tout ce que vous voulez, je vous donne la réponse. Il me dit capitale de, il me dit Suède. Je tape Google. Je lui dis tu te fous de moi? Je dis non, tu m'as demandé de faire un travail. Et ton problème, c'est le résultat. Comment je m'y prends? Ça, c'est mon problème. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que je sais chercher l'information et je n'ai pas peur de la difficulté. Et donc, pour vous dire que, pour moi, si on n'est pas capable vraiment d'avoir un stage, un CDD, on ne connaît pas le fonctionnement de l'entreprise. Parce que pour être un bon employeur, il faut être humain. Okay, là, on te rejoint. C'est les capacités managériales que doit avoir l'employeur, le leadership confirmé et même la confiance, l'esprit de confiance et voilà, qu'il faut insuffler à ses collaborateurs, la culture d'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord, Amina et Rokhaya, sur ce que vient de dire Ben aujourd'hui quand il dit que pour être un bon employeur, il faut, ou alors réussir dans l'entrepreneuriat, il faut avoir été employé, enfin, dans une entreprise, quoi. Est-ce qu'on peut réussir dans l'entrepreneuriat sans pour autant? Je ne sais pas combien de temps Serine Mboup a été salarié, s'il a été salarié. Donc, comme moi, je travaille beaucoup avec l'informel, je vois des baol qui font beaucoup de chiffres d'affaires et beaucoup de rentabilité sans avoir forcément été salarié. Par contre, dans mon parcours, j'ai d'abord été salarié et tu posais la question de dire j'ai pas d'argent et je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est là où je le rejoins, je dis la première chose, va chercher un travail parce que l'argent, tu vas le prendre où? C'est vrai qu'on a un peu tous les programmes qu'on entend maintenant, fonds d'investissement, fonds, mais jusqu'à il y a 15 ans, quand tu voulais lancer ton entreprise, tu n'attendais pas à la DER, tu n'attendais pas à la DPME, tu attendais personne. Et pour aller chercher de l'argent, le seul moyen, c'était d'abord d'être salarié. Donc moi, quand j'ai voulu aller dans l'entrepreneuriat, la première chose, c'était déjà j'étais salarié. Donc il me fallait de l'argent, j'ai coupé toutes mes charges. Donc moi, j'ai été radicale. Personne n'est obligé d'être aussi radical que moi. Donc j'ai quitté la maison où j'étais. Je suis allée m'installer chez ma grand-mère pour ne plus payer de loyer. C'est comme ça que j'ai commencé mon activité. Quand j'ai eu assez d'argent pour pouvoir déménager, je savais qu'avoir un employé, si j'avais un employé, je peux gagner 2 fois plus d'argent.
Donc, au lieu de déménager, j'ai recruté mon premier employé. Après, quand je me suis mariée, j'ai habité avec mon mari. Au lieu d'aller chercher un local, les employés que j'ai eus, ils ont d'abord travaillé chez moi pour ne pas avoir à payer de charges. Donc, j'ai envie de dire, entre le moment où j'ai commencé mon projet entrepreneurial et le moment où j'ai déménagé pour avoir une belle entreprise et tout ce que tu veux, c'est l'année dernière que j'ai déménagé. Mais pendant toutes les premières années, il s'agissait de comment je vais aller chercher l'argent pour payer mes charges. Donc, sur cette partie-là, c'est comme ça que je l'ai géré. Après, dans le recrutement aussi, c'était là, maintenant, je suis d'accord avec Ro quand elle dit c'est important, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat maintenant, d'avoir fait ce travail sur soi-même. Comme je dis, ça m'a pris 36 ans pour savoir ce qui était vraiment important pour moi. Entre-temps, je me suis pris des raclées, je me suis pris les mensonges, les trahisons, etc. et autres. Donc, quand j'ai voulu lancer MinaPro, j'ai dit, OK, quelles sont les valeurs qui sont mais vraiment hyper importantes pour moi, qui font que si je recrute une personne et que je me rends compte qu'elle n'a pas ces valeurs-là, je suis prête à m'en séparer. Donc, j'ai dit, OK, la bienveillance, c'est super important pour moi. J'ai parlé du travail. Il faut que ce soit des personnes qui comprennent, OK, ce côté-là, qu'on travaille pour avoir ce que l'on veut. Ensuite, j'ai dit, OK, il faut que ce soit des personnes qui aient le sens des responsabilités, cette volonté de vouloir contribuer, de vouloir avoir de l'impact, parce qu'on est dans l'humain. Et j'ai décliné. Ça veut dire quoi, ces valeurs, à titre individuel? Ça veut dire quoi? Comment on doit se comporter quand on a de la bienveillance avec les clients? Et donc, vu que j'ai dû recruter des personnes qui n'avaient pas encore le profil master, parce que j'étais très sensible à ce côté Khalis, j'ai pris des personnes qui étaient jeunes, mais par exemple, on allait 10 fois en formation ensemble. Alors, non, quand on me recrutait, par exemple, j'ai un client qui me dit, je veux que tu déroules 10 formations. Les 10 formations, même si c'est à Saint-Louis et que le client, il a payé que moi, je vais prendre une chambre de plus, les repas de plus à ma charge et je vais partir avec 2 personnes dans mon équipe pour qu'on puisse dérouler ensemble 10 formations. Donc, on va d'abord dérouler ensemble 10 formations où elle ne fait que m'observer. Après, je lui dis, OK, les 5 formations suivantes, je fais une partie et je te donne un module. Après ça, les 5 formations restantes, je suis dans la salle et je lui dis, OK, maintenant, je te regarde dérouler la formation et je te donne un feedback. Ensuite, ce que j'ai fait, c'était, j'ai investi dans différentes plateformes de online learning, j'ai investi dans beaucoup de e-books à partager et j'ai dit aux gens, je te paye dans ton temps de travail pour que tu mettes du temps sur l'auto-formation parce que je savais que, OK, c'est que comme ça que je vais pouvoir développer ces ressources-là. Donc, ça me prend beaucoup plus de temps. Mais après, ça permet en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, d'avoir une équipe où on se sent vraiment bien, on comprend ce que l'on veut, la vision, elle est claire et voilà. Est-ce que je peux avoir un exemple plus précis de quand tu dis je te fais dans ton plan de travail? Oui. Alors, dans mon équipe, on a des timesheets. La personne, elle doit dire, sur une journée de 8 heures de temps, par exemple, comment elle a occupé son temps. Et donc, je me suis abonnée à des plateformes comme LinkedIn Learning, à des plateformes comme SkillUp, où il y a des milliers d'heures de formation. Comme je dis, j'ai pris plusieurs bouquins online que j'ai partagés. On a un groupe qu'on a appelé MinaPro Library. Il y a des périodes, j'ai exigé aux gens, je dis, OK, tu lis un nombre de pages, parce que comme elle dit, il faut savoir écrire. Pour savoir écrire, il faut lire. Pour savoir bien s'exprimer, il faut lire. Et donc, sur le timesheet, je voulais voir que les gens sont en train de mettre du temps sur de l'apprentissage. Pareil, quand je recrute une nouvelle personne, je vais lui dire, par exemple, je te paye ton salaire à la fin du mois, mais je veux que pendant les 2 premières semaines, tu me complètes ce cours de formation en ligne sur tel sujet pour être sûr qu'il y a une base au moins que cette personne-là va avoir. Auréa, tu veux, avant qu'on ne passe la parole au public, ajouter quelque chose? Oui, sur la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir en tant qu'entrepreneur. Je pense que j'étais ici, je pense à la dernière conférence Lengue, et j'ai
entendu M. Gay en parler et je suis 100% d'accord avec lui parce que moi, je suis jeune entrepreneur. Ça fait seulement 3 ans on est dans notre 4e année d'existence. Avant ça, j'imaginais même pas que j'allais devenir entrepreneur. C'est par opportunisme que j'ai décidé que si je veux rentrer au Sénégal, faire ce que j'ai envie de faire, avoir la latitude de créer, machin, etc., il n'y a que ça qui me convenait. Donc, j'ai créé mon entreprise. Et la première chose, la première ressource qui a été, qui m'a tapé dans la face, c'était l'humilité. Parce on est face à tellement d'échecs. On pense que... Enfin, moi, j'avais énormément d'expérience dans mon domaine. J'ai un réseau qui croit en moi, qui me confie du travail régulièrement. Mais ça ne suffit pas. Il faut savoir faire de la gestion opérationnelle, il faut savoir faire de la gestion financière, il faut savoir faire du marketing. Et j'ai passé l'année 2023 à faire un certificat en chef d'entreprise, parce que je sais que je n'ai pas les compétences pour être chef d'entreprise, donc je suis allée l'apprendre. Donc pour moi, la première capacité pour réussir, la première compétence, c'est l'humilité, de savoir ce qu'on ne sait pas et d'aller l'apprendre. C'est important pour qu'un chef d'entreprise réussisse. L'autre, ou une chef d'entreprise. L'autre chose sur le fait qu'il faut avoir de l'expérience ou pas, moi j'ai dans mon portefeuille de clients des entreprises familiales. Et c'est des gens qui naissent dedans, qui grandissent dedans et qui n'ont jamais été salariés d'une entreprise extérieure. Et ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils apprennent en faisant. Et je peux te dire que la recherche a démontré que le meilleur apprentissage, c'est l'apprentissage par l'expérience. 70% de nos connaissances viennent du fait de nos pratiques. 20% de nos connaissances viennent du fait de nos relationnels. Seuls 10% viennent de l'apprentissage traditionnel. Vous voyez? Donc, les deux marchent. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis une chef d'entreprise, je le dis, sage. Mes collègues sont là, sages dans la rigueur, l'orthodoxie du chef d'entreprise, parce que je suis devenue entrepreneur après plus de 25 ans d'expérience en entreprise. Donc, j'ai appris beaucoup de choses qui me permettent de savoir que si je touche là, je vais me brûler. Donc, je ne vais pas le faire. Par contre, si j'apprends, etc., etc. Donc, je pense que, premièrement, quel que soit le niveau qu'on a lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, avoir l'humilité de se faire accompagner, c'est la première chose. Et je suis tellement d'accord avec toi, Amina, quand tu parles de l'ADER, etc. Moi, avant de venir au Sénégal, j'ai travaillé à la Banque mondiale, j'ai travaillé aux Nations unies, j'ai travaillé pour les fondations qui travaillent dans le développement. Et quand je suis rentrée au Sénégal, j'ai dit, je vais travailler dans l'entrepreneuriat et je ne prendrai aucune aide d'une organisation qui m'aide. Parce que je veux penser que nous, les Africains, nous pouvons y arriver par nous-mêmes. Donc, je ne suis pas allée à l'ADER, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas y aller. Mais avant d'aller à l'ADER ou à l'ADPME, il faut avoir les capacités de réussir par soi-même d'abord. Parce que l'ADER, l'ADPME peut vous donner tout l'argent que vous voulez. Si vous ne savez pas l'utiliser, ce sera du gâchis. Donc moi, aujourd'hui, j'estime que je n'ai pas encore assez fait pour mériter l'argent de l'ADER ou l'ADPME, ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut qu'on soit intègre pour notre pays, pour notre business, ainsi de suite, et qu'on puisse respecter les principes de base pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc je voulais partager ça, Sarah. Parfait, merci. Alors, je vais vous laisser le micro pour ceux qui veulent intervenir. On a déjà Nounou qui se manifeste. Merci. Alors, les linguets, c'est de la transmission. La transmission, c'est le partage, ça va aller vite. Je m'adresse à tous ces jeunes qui veulent devenir entrepreneurs. Ça donne des cheveux blancs, il faut le savoir. Et après 10 ans d'entrepreneuriat, je peux vous dire aujourd'hui que ce que vous êtes en train d'apprendre à l'école, à l'université, ou ce que vous voudrez que vos vies soient, ne le sera pas.
Quand j'ai décidé de quitter mon boulot et d'entreprendre, je ne pensais même pas que j'allais recevoir un mail et répondre. Je voulais faire du design, point barre. Le design, c'est la mode, c'est les vêtements, c'est magnifier le textile africain, c'est tout. En 10 ans aujourd'hui, devoir parler au directeur général de Zara, de mode éco-responsable, de teinture naturelle, d'upcycling, de soft power, il faut aller se former. En dehors des formations, avoir un bagage qui vous permet de parler au monde entier et de parler un langage clair, précis. L'entrepreneuriat, c'est bien parce qu'on peut se permettre de se réveiller à 10 h du matin et de se coucher à 4 h. De ne pas avoir un boss qui vous enverra un mail à 6h30 du matin ou de ne pas avoir de contrainte d'être au bureau à 8 h et de pointer. Mais je vous promets, il est beaucoup plus simple d'être salarié qu'être entrepreneur. Vous faites face au monde. L'entrepreneuriat ne s'arrête pas derrière vos claviers, elle ne s'arrête pas derrière vos téléphones. L'entrepreneuriat, on s'ouvre au monde. Et à petite échelle, j'avais 60 000 quand j'ai démarré mon entreprise. Aujourd'hui, on fait du chiffre, on fait un vrai chiffre et on parcourt le monde. Mais pour pouvoir le faire, vous allez interagir avec le monde. Et ce monde-là, aujourd'hui, va très, très vite. Soyez prêts, réfléchissez vos choix, intégrez le fait d'être pauvre, intégrez le fait d'échouer, passez votre temps à vous célébrer et choisissez dans l'entrepreneuriat ce qui vous passionne réellement. Merci. Merci Dorine. Bonjour à toutes et à tous. On me demande de regarder la caméra. Bon, ben, d'accord, je vais regarder la caméra. Je m'appelle Yaïfatou Sarr Diallo. Je suis responsable des opérations à Simplon Sénégal. Je suis tout, alors carrément tout. Tout ce que vous voulez, sauf une entrepreneuse. Et je voue énormément de respect aux entrepreneurs et entrepreneuses. Je suis salariée. J'ai toujours été salariée et je pense que je vais mourir salariée. Honnêtement, parce que j'aime la sécurité. Je vous respecte, je vous apprécie et je vous encourage dans ce que vous faites. Je rejoins Madame A. Il faut se préparer quand vous voulez entreprendre. Même nous, les salariés, nous nous préparons en fait pour devenir salariés, de bonnes et de bons salariés. Je n'ose pas imaginer les entrepreneurs et entrepreneuses. Alors, pour la petite histoire aussi, on se cherche tous et toutes, entrepreneurs ou pas. J'ai commencé par la médecine. J'ai atterri dans la rédaction web. Je suis partie dans la communication. Je me suis spécialisée dans le digital. Et finalement, je suis dans la gestion de projet. Voilà quoi. Après, ce que tout ça a de commun, ou bien disons, ce qu'ils ont tous en commun, c'est la passion, c'est l'envie de faire de l'impact social. C'est l'envie d'avoir de l'impact positif au quotidien dans la vie des populations. Et c'est pour ça que dans ma carrière, j'ai atterri à Simplon Sénégal, organisme grâce auquel j'ai connu Dorine. Bravo pour tout ce que tu fais. Bravo à vous toutes et tous. Et nous, nous sommes dans le digital. Au quotidien, on se bat pour former des jeunes. On les initie au numérique. Ça peut être des sessions de courte durée comme de longue durée. Donc, venez apprendre. Comme ils l'ont dit, il faut apprendre. Nous formons gratuitement parce que nous sommes accompagnés par des partenaires financiers. Mais nous avons également des formations payantes. Mais faites-vous plaisir, allez sur simplon.sn et saisissez les opportunités d'apprendre. Moi, je suis nulle en anglais. J'apprends l'anglais. Je suis autodidacte en gestion de projet. J'apprends la gestion de projet actuellement. Mais avant de commencer à travailler officiellement dans la communication, comme elle le disait, je suis allée chercher un diplôme en communication marketing. Et pourtant, 5 années avant, je travaillais déjà dans la communication marketing. Mais j'avais besoin de cette légitimité de pratiquer.
Et je cherche cette même légitimité qui me permettrait de travailler en tant que responsable projet, responsable des opérations, même si je sais que je cartonne déjà, mais je reste sans diplôme en gestion de projet. Bon, bref, voilà, c'était un réel plaisir et merci pour l'invitation, Dorine. Sarah, je peux dire quelque chose? Quand on est salarié, il y a des compétences d'entrepreneur qui sont souvent nécessaires. Donc, c'est pas parce qu'on est salarié dans une entreprise qu'on n'est pas entrepreneur, en fait. Et c'est là où on parle d'intrapreneuriat. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas entrepreneur, enfin, comme ce que vous avez partagé montre que vous êtes entreprenante. Un peu comme Amina qui nous disait qu'elle a eu 50 carrières avant de trouver sa voie. C'est ça aussi être entreprenante, sa capacité à dire bah, ça ne va pas, j'arrête, je regarde autre chose. Ça, c'est des compétences entrepreneuriales qui vous permettent aussi de réussir de l'autre côté lorsque vous êtes salarié. Donc, il n'y a pas... Être entrepreneur, ce n'est pas mieux qu'être employé. Comme je disais, chacun reste dans ce dans quoi il est accompli, reconnu et épanoui. Donc, juste pour clarifier que c'est pas, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Dans tous les cas, ces compétences-là d'entrepreneuriat sont nécessaires aussi quand on est salarié. En attendant. Des petits soucis. J'aimerais qu'on revienne, c'est bon, j'aimerais qu'on revienne un peu peut-être sur le digital, sur le formidable outil qui est Internet. D'après les interventions des uns et des autres, aujourd'hui, grâce à ce qu'a dit Amina, j'ai pu comprendre qu'effectivement, il y a énormément de choses qui aujourd'hui sont à notre portée pour apprendre. C'est gratuit, c'est disponible, c'est sur Internet. Et du côté de l'employeur aussi, aujourd'hui, la Covid a montré, et au jour le jour, on voit que grâce à Internet, on peut simplifier des procédures, on peut dématérialiser même certaines procédures pour que l'activité soit plus souple dans sa réalisation et donc forcément plus rentable parce que ça nous permet de faire l'économie de certains frais. Est-ce que vous pouvez parler un peu à l'auditoire de l'utilité de l'outil d'Internet à mi-chemin entre l'entrepreneuriat et l'employabilité? Alors, comme je l'ai dit, moi, ce sont les différentes plateformes. En plus, actuellement, au Sénégal, on a une plateforme qui s'appelle ToShare, qui a de plus en plus de contenu qui est uploadé dessus. C'est du YouTube. Après, souvent, les cours vidéo en ligne sont intéressants. Mais je dirais, ce qui m'a le plus aidé quand même, ce sont les livres. Parce que c'est magnifique, un livre. C'est quelqu'un qui a fait 50 ans de carrière, 60 ans de carrière. C'est un chercheur ou en tout cas, même ceux qui écrivent ces ouvrages-là vont aller faire des recherches et autres et vont écrire un livre sur un sujet. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est donc au début, quand j'avais pas les moyens, je disais souvent, j'ai pas les moyens d'acheter aux 80 tous les livres que je lis. C'est pour ça que je suis allée très vite sur les livres en ligne. Okay? Et jusqu'à présent, par exemple, là, je suis en train de dire, OK, où sont les prochaines opportunités? Je vais me mettre un objectif de dire, d'accord, quels sont le top 5? Je vais faire une recherche sur Internet, top 5 des ouvrages, par exemple, sur tel domaine, et je vais mettre le temps de les lire. Et ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. Quand j'ai compris que, OK, je vais passer beaucoup de temps à lire, je suis allée chercher une formation en lecture rapide. Donc, vous allez m'entendre dire systématiquement la même chose. Et après, maintenant, je n'ai pas peur non plus d'investir et de payer. Sur la plupart de ces plateformes, c'est vrai, vous avez une partie gratuite et vous avez une partie payante. Mais ce que je fais typiquement, quand je sais que, par exemple, je prépare une formation ou qu'il y a un domaine qui m'intéresse, dès que je reçois de l'argent du client, je vais dire, OK, ça y est, ça me paye pour le cours que je vais aller faire pour tel domaine. Je vais prendre de cet argent pour aller faire. Donc, honnêtement, et souvent, quand je donne des cours, je dis aux gens, oui, vous pouvez m'appeler si vous avez des questions. Je dis aux entrepreneurs, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire là qui semble tellement facile que les gens ne font pas.
On a parlé de la formation pendant tout ce temps-là. J'ai répété 40 fois à quel point c'est important de se former, de mettre le temps de se lire. Les 3/4 des personnes dans la salle vont sortir et ne vont pas lire. Donc, réussir dans l'entrepreneuriat, c'est pas faire des choses extraordinaires. Ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est pas qu'ils ont compris que des choses que les gens n'ont pas comprises. C'est pas qu'ils font des choses que personne n'a jamais fait, mais c'est qu'ils mettent le temps. Ils font le job. Et au début, souvent je dis, c'est vrai, on dit souvent la qualité c'est mieux, mais au début, dans nos différents parcours, la quantité est plus importante que la qualité. C'est la quantité qui te permet d'arriver à la qualité. Donc, je disais, quand on a dit, OK, ça va prendre 5 ans, 1 heure par jour, j'ai dit, OK, je veux aller plus vite, je vais mettre 2 heures par jour. Mais je n'ai pas dit, je vais juste mettre un petit pourcentage. Maintenant, dans notre culture, quand on en parle, les gens te disent, mais yo, ceci, etc. Quand tu essayes de vendre des produits, on te dit, oui, non, mais les Sénégalais, on n'a pas trop une mentalité de premier de la classe. Tu as des gens qui te disent, tu as ce discours maintenant, ça sert à rien, maîtrise et tout ça, ça sert à rien. Mais la réalité, c'est que ceux qui sont bons ne chôment pas. Il n'y a personne qui est bon dans son domaine et qui chôme. Donc, si on chôme, je vous laisse conclure. Sur le numérique, je pense que ça revient à, il faut se mettre à jour, d'accord? Donc, les statistiques disent que 1 milliard de personnes perdront leur job parce que l'intelligence artificielle, la transformation digitale. Et environ plus de 500 millions de postes n'existeront plus. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, les postes, c'est, je prends un poste typique, caissière à la banque, quand il va y avoir des guichets numériques. On est en train de faire un benchmark parce qu'on travaille pour le Trésor public. Et on a parlé à un pays, ils disent, lorsqu'on a fait l'étude des compétences disponibles pour l'entreprise et les conditions de travail, on a refait les agences de recouvrement du Trésor public. C'est dans un pays où on est en train de faire un benchmark. Et on a refait l'accueil, on a mis des fauteuils, on a fait de sorte que quand les gens arrivent, on voulait que le contribuable soit à l'aise quand ils vont dans les agences du fisc, d'accord? Et pendant qu'ils étaient en train de faire ça, ils se retrouvent qu'en fait, ils ont numérisé une grande partie des déclarations fiscales dans un des pays africains. Et du coup, ils n'avaient plus besoin de ces fauteuils-là parce qu'il n'y a plus de contribuable qui va aller à l'agence pour remplir des formulaires, ainsi de suite. Donc, c'est juste pour vous expliquer que l'impact du numérique sur l'emploi. Donc, l'employabilité, c'est de comprendre c'est quoi les métiers du futur et aujourd'hui, quand on est une entreprise, de s'y préparer et quand on est quelqu'un qui va chercher du travail. Et donc, c'est ça les défis de l'employabilité, c'est-à-dire que aujourd'hui, on va chercher des gens en machine learning, en data analyst, en design thinking, human-centered design thinking, etc. Donc, il faut vraiment qu'on se dise quelle sera la place du numérique dans l'employabilité. Donc, moi, il y a quelques années, j'étais aux États-Unis et il y avait 2 écoles qui se battaient là-dessus. Donc, il y a l'école qui disait l'intelligence artificielle, le numérique, ça va impacter négativement le monde parce qu'il y a des emplois qu'on va perdre. Il y a l'autre école qui disait, mais en fait, l'intelligence artificielle, le numérique, c'est une situation qui crée des meilleures conditions de travail pour l'humain. Moi, je pense à ça certainement. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis entrepreneur, moi j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle, ça me fait gagner beaucoup de temps. Moi j'écris beaucoup de rapports, je fais beaucoup moins de fautes dans mes rapports parce que c'est l'intelligence artificielle qui va relire mes rapports. Donc c'est juste pour vous dire, celui qui comprendra comment utiliser l'intelligence artificielle, le numérique pour avancer, je pense que c'est celui-là qui va avoir une meilleure employabilité dans ce monde qui est en transformation et la position du numérique. Maintenant, juste un point sur la formation.
Il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, il y a une pléthore de formations disponibles pour acquérir des compétences et pouvoir trouver un emploi. Je vois beaucoup de jeunes, je fais beaucoup de mentorat, je fais beaucoup de coaching, volontariat gratuitement, et je vois beaucoup de jeunes qui m'envoient souvent des diplômes, des certifications qu'ils ont obtenues sur le net. Et la question que je leur pose, vous avez fait cette certification-là, pourquoi ? Parce que c'était gratuit sur le site de l'USAID, parce que c'était gratuit sur le site de Microsoft, parce que c'était gratuit, et ils accumulent et ils se noient dans des compétences et ils ne savent pas quoi faire de ces compétences. Moi, je dis la formation, c'est comme de la nourriture. Est-ce que vous mangez quand vous n'avez pas faim, à part les ndiobènes, etc. Mais est-ce que vous mangez quand vous n'avez pas faim? Lorsque vous mangez quand vous n'avez pas faim, vous avez une indigestion, vous tombez malade et ça vous dessert plus que ça vous sert. Donc la formation, c'est très important. C'est-à-dire que l'investissement que vous faites dans la formation, c'est comme tous les exemples que Amina a partagés, c'est dès que vous ressentez le besoin, vous vous formez pour être meilleur. Vous ressentez le besoin, vous vous formez pour être meilleur. Donc c'est en continu, mais ce n'est pas une accumulation de formation qui va vous faire de vous un meilleur professionnel ou un meilleur entrepreneur. C'est de choisir les compétences dont vous avez besoin pour exceller, pour atteindre les performances attendues, qui vont vous permettre d'avoir des choix stratégiques de formation qui vont vous augmenter par rapport à vos objectifs professionnels, ou si vous êtes une organisation, le plan stratégique que vous allez mettre en place, mais ça va servir l'entreprise et à son développement. Donc ce sont des choix stratégiques qui vont vous permettre de vous développer à travers la formation, et ça c'est important. Rappelez-vous de l'analogie, je ne mange que quand j'ai faim, sauf si vous êtes un ndiobène. Ajouter quelque chose? Oui, par rapport à l'apport du numérique, je pense que dans certains domaines, comme l'informatique ou tout ce qui est design, c'est une communauté qui est très solidaire. Moi, c'est la première chose qui m'avait choqué à l'époque. Les ingénieurs ont été les premiers à créer des forums, Wawa Mania à l'époque, où on partageait. J'ai eu telle difficulté quand il a fallu mettre une architecture système, etc. Et aujourd'hui, on a nous, on va dire, ça va être très compliqué de faire lire des livres à un ingénieur ou à des designers. Par contre, il y a beaucoup de communautés d'outils qui permettent non seulement de créer quelque chose, de faire un design, mais aujourd'hui, il y a Upwork ou Dribble qui te permet de te challenger. C'est-à-dire qu'on te propose de upload ta créa, ce que tu as fait, et ils te disent, bon, écoute, ça c'est porteur, c'est bien, ou c'est déjà créé, ou ça existe déjà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, juste avec un bon ordinateur, on cadre bien. Parce que bon, on se rend compte qu'au début, on voulait un grand bureau avec l'enseigne. Mais récemment, quand je suis parti à Paris, je suis parti visiter la meilleure agence, la plus grande, Buzzman, qui font la guerre Burger King, McDo. Et je leur avais juste dit, moi, je viens du Sénégal. Mais on vous connaît, j'étais content. Ah ouais, je dis oui, ensuite ce que vous faites sur LinkedIn. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Je vais visiter. Et pendant 2 semaines, j'ai servi du café, j'ai photocopié. Et on entend de nouveaux jobs. Par exemple, closing, un planeur stratégique. Je dis, ok, maintenant, moi, si je mets dans ma carte de visite ce planeur stratégique, ils ne vont pas trop comprendre. Et pour vous dire que, pour revenir à l'employabilité, moi, je n'hésitais pas quand j'étais dans le service public, lors de nos stands au CIPEN, et de leur dire pourquoi tu attends d'avoir ton master pour avoir un stage. Si par exemple tu es en logistique, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir Auchan, de leur dire écoute, je suis en première année, je sais que je vais aller au master. Maintenant, moi, ce que je veux faire, comme vous avez dit 1 heure, 2 heures, quand on fait des projections, nous on le fait aussi, je veux chaque week-end venir travailler gratuitement. Je veux aider, ne me payez pas. Et ça me permettra de connaître, d'avoir la chance de fréquenter Auchan et tout. Et après, au bout de ma formation, mais forcément, on va te recruter. Donc, être bon aussi, c'est prendre des initiatives. Nous, on a un ami à l'époque qui est venu en costard, qui voulait un stage au SICAP. Il est parti devant les vigiles, il leur a dit, j'ai une lettre qui vient de la primature pour le DG. Et je vous assure, on l'a laissé. Quand il arrive devant le DG, il a donné. Et le secrétaire est venu dire, oui, il y a une lettre importante. Quand il a lu, il a rigolé. Il a dit, mais j'ai dit non, c'était le seul moyen pour que vous, et il est toujours là-bas. Donc des fois,
Et, l'audace, ça fait l'audace, voilà, l'audace et le don de soi. Parce qu'on n'est pas, quand on est stagiaire ou quand on vient de terminer ses études, dans l'optique de gagner de l'argent. Par exemple, ici aujourd'hui, bon, sur LinkedIn aujourd'hui, moi je suis honnêtement je pense qu'on peut en parler. Aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi. On voit des gens qui sont dans l'autocongratulation. Heureux, on sait que j'ai un permis, donc je suis heureux aujourd'hui, le ministère. Voilà, on essaie de se. Il y a beaucoup de certifications, mais moi je vois personne, aucun ingénieur créer une appli que tout le monde utilise. On voit beaucoup de PDG, de CEO. Il n'y a pas quelque chose qui impacte vraiment la population, à part PAPS. Il y en a quelques-uns. Et eux, ils ont identifié un problème, ils ont apporté une solution, et l'important, c'est faire quelque chose qui marche. Donc, pour moi, l'important aujourd'hui, l'Internet nous permet de voir ce qui se fait, d'identifier le champion dans le domaine et dire que moi, je veux au moins avoir 1% de part de marché. Ou par exemple, dire que Dimension, par exemple, Mandarine, font de belles choses, ou Caractère, Macan. Moi, je ne suis pas en mode hating, mais je suis motivé. Je me dis, voilà, et je l'ai dit à Abassio quand on se voit, je dis, profite, je suis derrière toi, et un de ces quatre. Et pour vous dire qu'il y a tout un dispositif qu'il faut mettre en place. Et le numérique aujourd'hui permet de former, surtout dans le domaine où on est obligé de pratiquer. Il faut pratiquer, il faut créer, faire beaucoup de création. Moi, pour vous dire, j'aurais jamais pensé de ma vie faire des impressions. C'était l'objet de ma démission à Polychrome. Parce que je me suis dit, mais à quel moment j'ai échoué dans ma vie où je suis obligé de vendre des cartes de visite, des flyers. Mais aujourd'hui, je vous assure, pour me reposer, mais vraiment évacuer, je peux passer toute une nuit avec les presses numériques à imprimer des plaquettes. Le bruit, les t-shirts, je prends beaucoup de plaisir à les faire. Et en fait, on se rend compte que moi, je me vois aujourd'hui comme un artisan du numérique, du design, un artisan de tout ce qui est livrable. Et il y a aussi un aspect très important, c'est de transférer l'amour du métier. Je pense qu'il y a ça aussi. Et bon, après, moi, j'essaie d'être prudent, parce que je me dis, tout le monde n'a pas la chance d'avoir... Toi, tu avais ta grand-mère. Moi, j'avais chez mes parents. Je pouvais prendre le garage et tout. Mais d'autres n'ont pas cette chance. Et il y a d'autres aussi qui empruntent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et qui ont fait de grandes choses. Parce que je sais qu'à un moment donné, GIZ, DER, ils se plaignaient de ça. Ils disaient, on voit des gens, ils ont tout ce qui est chiffre d'affaires, c'est des subventions. À un moment donné, il y a un problème. Et quand on les voit sur LinkedIn, ils sont toujours là en mode hashtag #AlonRec. Tu vois, et ils se disent, on est écosystème. Par exemple, moi, c'est la première fois que je fais ce genre, parce que je me suis toujours dit que je n'étais pas prêt. Avant d'être visible, il faut avoir une crédibilité. Non, même pas forcément, parce qu'il faut avoir une crédibilité, il faut avoir une légitimité, il faut avoir des livrables et il faut avoir une expérience. J'aimerais bien qu'on revienne, s'il n'y a pas de questions. Non? On va revenir sur un dernier point, sur l'audace dont il a... Il y a une question? C'est Office Manager. Elle était stagiaire. Elle a gravi les échelons. Et je veux vous dire qu'elle a contribué à au moins, l'année dernière, à 50 millions de réalisations de CA. Donc je pense qu'elle peut témoigner pour dire si je suis un bon patron ou pas. Bonsoir tout le monde. Je ne sais même pas par où commencer en fait. Je suis très contente d'être ici et je remercie mon soi-disant patron, comme il dit. Merci. Je ne peux pas parler en public aussi. Je pense que c'est la seule chose qui ne m'a pas appris. Mais ce que je peux dire, c'est que moi aussi je suis, économiste de formation. J'ai fait la comptabilité. Moi, j'aimais les chiffres. Et après, j'ai été dans l'immobilier.
Après, on s'est rencontrés au ministère, j'étais là-bas en stage. Maintenant, quand mon stage s'est terminé, il m'a proposé de venir travailler avec lui. J'ai jamais été commerciale. Je ne savais même pas c'était quoi une agence de communication. Mais au fur et à mesure, je pense qu'il m'a transmis l'amour de la communication. Et jusqu'à présent, je ne sais pas communiquer. Mais je suis derrière et j'ai fait office de commercial. Voilà. Je faisais aussi office de responsable financier. Et j'ai géré aussi un peu les employés. Et ce n'était pas facile. Mais tout le temps, je le voyais courir. Et je me disais, mais lui, c'est quoi son problème en fait? Parce que même, il m'appelait à minuit, ou bien parfois 1h du matin, et il me dit, je suis à tel endroit. Je me suis dit, mais et ta famille? Tu fais quoi? Ta femme, il dit quoi? Tes parents? Je ne savais vraiment pas. Mais au fur et à mesure que je suis dans l'entreprise, j'ai vraiment aimé l'aspect de l'entrepreneuriat. Bien vrai que là, je suis toujours salariée et je n'ai pas la poigne d'être entrepreneur, franchement. Parce que quand je le vois courir partout, je me dis que là, non, je ne peux pas. Mais en tout cas, ce que je peux dire à mes jeunes frères et sœurs, c'est pas facile. Et c'est loin d'être facile même. Et si vous le faites que pour l'argent, sachez que vous pourrez aller, désolé du terme, mais voir ailleurs. Parce qu'il y aura toujours des gens, déjà, ils ne vont pas croire en vous. Donc si vous croyez en vous, cela ne suffit pas. Si vous avez les fonds, cela aussi ne peut pas suffire. Donc, comme l'a dit nos deux panélistes, je pense qu'il faudrait vraiment que vous ayez l'amour. Et en plus de ça, aussi, de faire un gros travail derrière. Déjà, je pense l'apprentissage. Donc, il faut bien apprendre, surtout. Et moi, je salue ça parce que c'est la première fois que j'assiste à ce panéliste. Et je pense même que je vais commencer à penser à entreprendre. Peut-être même que je vais être son concurrent à lui. On ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup. Et désolée, je ne peux pas parler en public, mais en tout cas, très bien merci. Ça fait au moins 5 minutes qu'on vous écoute là, donc vous avez bien parlé. Tu veux on a des questions? Oui. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Je ne veux pas vous mettre la pression, mais c'est toujours mieux. Vous présenter, voilà, c'est comme ça. Allez-y. Bonsoir. C'est Mohamed El-Bachir Lo, apprenant en développement web, c'est Simplon Sénégal. Alors, j'ai une question à poser aux panélistes. Tout à l'heure, Madame Rokhaya a parlé de l'inéquation et des compétences. Alors, moi, j'avais une question, puisque je suis dans le numérique. Alors, la question est la suivante. Je voulais savoir si, vous qui êtes dans le recrutement, si les compétences, quelles sont les compétences les plus demandées dans le domaine du numérique? C'était la question. Merci. Alors, je veux dire à tout le monde que je ne suis pas seulement dans le recrutement. Je tiens à préciser ça parce qu'on confond ressources humaines et recrutement. D'accord? Donc, les ressources humaines, c'est vaste et le recrutement, c'est un domaine des ressources humaines. Oui, j'en fais. Il y a le développement, c'est coding. Le développement, c'est très important. Les langages il faut être au courant de quels langages dans le coding aujourd'hui sont le plus utilisés. Data analyst, c'est très important. Machine learning. Donc aujourd'hui, en fait, dans le domaine du numérique, tout ce qui est en relation avec la data est très en vogue. Mais comme on en parlait avec Amina au départ, aujourd'hui, au Sénégal, toutes les entreprises dans le domaine de la technologie, ils ont beaucoup de problèmes pour recruter parce que ces compétences-là sont recherchées par les pays développés et ils recrutent chez nous. D'accord? Donc,
le coding, le data analyst, machine learning, la connaissance de l'intelligence artificielle, il y a une chose qui est en train beaucoup de se développer, c'est les aspects éthiques. Donc parce qu'il y a une transformation accélérée, il y a toute la réglementation autour de l'utilisation du numérique, etc. aussi. C'est important, il ne s'agit pas seulement de savoir utiliser, mais d'avoir les codes d'éthique, de déontologie de l'utilisation du numérique. Mais au-delà de tout ça, une fois que vous avez des compétences techniques, si vous ne savez pas lire ou écrire correctement, communiquer, il ne s'agit pas de savoir parler en public, il s'agit juste de savoir communiquer dans son milieu professionnel et d'avoir des compétences interpersonnelles. Parce que même si on parle de numérique, les humains restent, nous ne sommes pas encore en voie de disparition comme on peut l'entendre. Donc, quelles que soient les compétences qu'on a en intelligence artificielle, en numérique, vous n'allez pas réussir dans une entreprise si vous n'avez pas des compétences interpersonnelles, si vous n'avez pas des compétences de base, comme par exemple savoir régler des problèmes. Comme je dis à Amina, ma collègue qui est derrière vous, quand vous avez identifié le problème, venez avec des solutions. D'accord? Donc ça, c'est des compétences nécessaires. Des compétences de communication, parce qu'il faut savoir écrire, lire, et ainsi de suite. Donc, les compétences techniques, c'est ce que tout le monde sait faire. Ce qui nous différencie, c'est les autres compétences. C'est les compétences plus difficiles à avoir. D'accord? Donc, c'était juste pour dire, une fois qu'on a dit data analyst, intelligence artificielle, etc., l'anglais, si vous ne parlez pas anglais dans le domaine du numérique, my dear, it's going to be difficult. Alors, je vais revenir sur ce qu'elle a dit pour insister sur ce point-là, parce que, comme je disais, j'ai travaillé pendant 7 ans dans une société informatique où on avait des développeurs. Je vous garantis qu'à un moment donné, on faisait faire aux développeurs des tests de français. Et quand j'ai rejoint cette entreprise, ce qui a fait qu'ils m'ont recruté, je leur ai dit, vous parlez technique. Les entreprises, elles cherchent à automatiser des processus. Mais si vous ne comprenez pas ce que l'entreprise doit faire, peut-être que vous allez l'aider à faire plus vite quelque chose qu'elle ne devrait même pas faire. Donc, on était obligé à un moment de faire passer aux développeurs des tests de français, et c'est pour ça que j'insiste sur la lecture. Parce que si tu n'as pas bien compris ce que le client veut, ça nous faisait faire des projets, etc. Qu'est-ce que j'appelle des projets, etc.? Un projet qui devait s'étendre sur 10 jours, on vient, on présente au client, le client nous dit « Ah non, mais en fait, vous n'avez pas compris, etc. » Quand tu es dans le développement, le client, il te donne un cahier des charges. Je suis désolée. Si tu ne sais pas lire le cahier des charges, tu ne peux pas proposer au client quelque chose qui correspond au cahier des charges. Donc, on se retrouvait dans des situations où, moi qui n'étais pas informaticienne, je me fâchais avec le développeur pour lui dire « Il t'a dit il veut sortir, pourquoi tu lui fais faire toutes les rangées ?» Juste parce que techniquement, c'est possible. Ce n'est pas parce que techniquement, c'est possible que c'est la chose à faire. Donc, c'est important d'avoir cette ouverture-là. Juste pour rebondir sur ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Sarah, avant de démarrer la conférence. Le contexte d'application de vos compétences est plus important que vos compétences. Moi, j'ai fait toute ma carrière à l'international. J'arrive au Sénégal. Il y a des choses que je veux faire, ça ne s'applique pas au Sénégal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends Amina, qui connaît le Sénégal mieux que moi, Daouda, etc., pour me permettre de savoir mes limites dans ce que je sais qui s'applique ici et ce que je sais qui reste là-bas. Parce que nous, qui arrivons de la diaspora, d'ailleurs, Dorine, il y a un thème, l'adéquation des compétences de la diaspora à notre contexte, c'est une question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises recrutent des compétences de la diaspora, ils viennent ici, ils échouent, ils reprennent leurs valises et ils repartent. Parce que nous ne nous sommes pas posé les bonnes questions. Ce n'est pas parce qu'on a fait des grandes entreprises en France, aux États-Unis, ailleurs, qu'on va réussir au Sénégal. J'ai des clients qui ont eu beaucoup de problèmes. Nous-mêmes, nous avons recruté beaucoup de cadres de la diaspora qui n'ont pas su s'adapter. Donc, il y a un travail à faire. Donc, ce n'est pas seulement de savoir travailler, c'est de savoir s'adapter au contexte d'intervention. C'est ce qu'Amina disait. Si vous ne connaissez pas votre client, si vous ne connaissez pas votre activité, d'accord? Donc, si vous êtes informaticien, votre activité va s'appliquer à plusieurs secteurs professionnels. Si vous ne connaissez pas ces secteurs professionnels-là, ça ne marche pas. Nous sommes un cabinet de conseil. Nous conseillons
beaucoup de secteurs. Si nous ne comprenons pas le secteur de nos clients, nous n'allons pas les conseiller parce que ressources humaines dans les mines, ce n'est pas ressources humaines à l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas ressources humaines pour un cabinet de marketing. Donc vous voyez, donc le langage que nous devons apprendre, ce n'est pas seulement de parler français. Des fois, mes collègues et moi, nous parlons et nous ne comprenons pas. Parce que souvent, moi, je parle plus anglais que français, même si c'est en français que je le dis. Donc la formulation de nos phrases, etc. Quand moi, je vais parler avec un étudiant qui sort de l'école de ressources humaines, ce n'est pas la même chose qu'avec un expert qui a 20 ans d'expérience en ressources humaines, ainsi de suite. Donc, ce que moi, je reproche aux grandes écoles ou aux universités, c'est d'être encore que sur des compétences techniques. Et vous, maintenant, vous avez la responsabilité parce que vous savez. Donc, comme Amina le dit, c'est à vous d'aller apprendre par vous-même pour votre insertion professionnelle ou votre capacité à attirer les bonnes compétences pour votre entreprise. Voilà.